Alors, on est avec Frédéric Cannevet aujourd'hui sur l'accélérateur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est très apprécié. Merci, merci à toi. Frédéric, je te donne le crachoir, comme on dit au Québec, pour prendre quelques instants pour te présenter et nous présenter aussi l'entreprise que tu as. Je pense que ça va parler de soi-même, donc je te donne quelques instants pour y arriver. Alors en fait, c'est vraiment simple. Je m'appelle Frédéric Canevet. Ça fait plus de 18 ans que je suis sur le web. J'ai monté mon blog conseilmarketing.fr qui est maintenant devenu enfin .com, conseilmarketing.com d'ailleurs, qui est devenu ma grosse locomotive depuis quelques années. C'est un blog qui a fait en 11 ans 25 millions de visiteurs, qui fait 13 000 visiteurs par jour à peu près en francophonie. Et donc, bah voilà, moi, ma locomotive. À un moment donné aussi, j'avais aussi beaucoup de sites. Je m'étais vraiment éperpillé dans pas mal de niches. Et vraiment, moi, je me rends compte qu'il faut vraiment se recentrer. Donc, je suis un peu un Superman, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai une double vie. La journée, bah, je bosse. Bah, j'ai une activité de salarié à temps partiel et j'ai une activité de consultant aussi sur le reste du temps. Donc, comme je disais que j'étais Superman, c'est que pendant la journée, j'ai mon petit costume. Et le soir, je mets mon slip rouge sur mes collants bleus et je deviens un super blogueur. Enfin bref. Donc c'est ça qui me permet d'avoir vraiment d'avoir mis en place ce que j'appelle moi la philosophie depuis quelques années de l'efficacité maximale. C'est-à-dire que tu vois, j'ai jamais eu beaucoup de temps. Moi, je suis débordant d'activités et j'ai essayé de faire vraiment un maximum de choses en un minimum de temps avec un maximum d'efficacité. Et quand le nom growth hacking est arrivé, je dis waouh, mais c'est exactement ce que je fais. On a mis le nom et exactement sur ce que je fais. Donc en fait, c'est pour ça que ça m'a vraiment fait tint sur le concept de growth hacking, parce que pour moi, c'est un concept bah, qui me plaît beaucoup. Après, il y a des choses qu'il faut faire attention au growth hacking, parce que le growth hacking, il y a un peu tout et n'importe quoi. Les gens retiennent beaucoup dans le growth hacking, c'est-à-dire voler, arnaquer, détourner. Or, en fait, dans le growth hacking, il y a surtout le mot growth. Et là, en fait, avec un éditeur français qui s'appelle Dunouf, justement, je vais sortir, je pense, ça va être le premier bouquin francophone, papier en tout cas, hein, sur le sujet. Et je vais essayer justement de donner un aspect un peu, je veux dire, légal, en tout cas, essayer de sortir de cet aspect gross hacking qui veut dire on va piquer les emails et on va détourner les emails des autres. Voilà. Dans le fond, le concept de growth hacking, c'est arrivé sur les lèvres des gens là, depuis quelques années. Tu nous as donné une brève description de ce que tu crois être ça. Si on va un peu plus loin, comment tu définirais ça concrètement? Alors en fait, pour moi, le gros hacking, ce sont des techniques astucieuses, originales, qui arrivent à accélérer et aller plus loin en rapidité pour la croissance. En fait, on accélère la croissance de l'entreprise en cassant un petit peu les codes. Alors, moi, ce que je dis, c'est que le growth hacking, comme je disais, moi je le fais depuis longtemps, c'est l'efficacité maximale, mais d'autres personnes l'ont fait. Je te donne un exemple simple qui est connu en France, et après je te donnerai un autre exemple international. C'est Xavier Niel, c'est le fondateur de Free en France, c'est devenu un milliardaire, et il a monté donc Free, il a monté à la station F, là où il y a Facebook, où il y a des milliers de startups. En fait, le début de Xavier Niel, c'est assez marrant. C'est un mec en fait qui était dans le domaine de la téléphonie. Et il a inventé un truc qui permettait en fait d'aller composer rapidement des numéros. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'au début du Minitel Rose, alors le Minitel au Canada, c'est pas forcément connu, mais c'était en fait l'ancêtre de l'internet, où en fait il y avait un chat qui s'appelait le 3615 ULA, qui était super connu, où c'était les gens qui discutaient avec des opératrices, olé olé, c'était les sites de rencontres un petit peu en amont. Uh-huh. Et donc lui, avec son turbophone, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait contacter les gens sur ce site hyper connu numéro un qui faisait des millions d'euros de publicité, d'affichage, tu voyais partout. Et son petit outil, il allait appeler les gens sur le 3615, il disait ouais salut, viens me rejoindre sur le 3615, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est le 3615 Xavier Niel. Et comme ça, il a détourné énormément de croissance d'un challenger, enfin d'un leader vers son site à lui. C'est comme ça qu'il a battu le début de sa fortune. Et t'en as plein qui l'ont fait également. Je te donne un exemple encore français qui est encore plus proche, c'est Quel Job. Quel Job, c'est un métamoteur d'emploi. C'était même le premier, je pense, en France de cette catégorie-là. En fait, ils ont commencé leur histoire en allant récupérer les offres d'emploi à droite à gauche et en les mettant tous dans un seul site. Ça, c'était totalement illégal au départ. Ils n'avaient pas le droit. Une offre d'emploi, c'est propriété de l'entreprise, propriété de la personne qui l'a créé. Et donc, ils ont fait ça. Après, si on prend des exemples un peu plus internationaux.
bah, tu as des gens comme par exemple Airbnb. Airbnb, tout le monde dit ouais, leur succès, ça a été parce qu'ils ont fait des jolies photos des appartements. Certes, c'est une partie de leur succès. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'une partie du succès d'Airbnb, c'est d'aller hacker en fait Craigslist. C'est-à-dire que leurs annonces étaient publiées automatiquement sur Craigslist. Donc voilà, le gros hacking, il y a plein de légendes comme ça où on se dit, bah tiens, c'est des gens qui ont un peu, c'est beaucoup de philosophie du gros hacking, c'est prendre en fait ce qu'il y a chez des leaders et essayer d'aller prendre un petit peu de leur croissance de manière intelligente en automatisant un certain nombre de choses. Mais c'est pas que ça. Le gros hacking, justement, c'est d'autres choses. Un autre exemple, qu'on ressort beaucoup, c'est Hotmail, qui avait mis à la fin de chacun de leurs emails PS I love you, create an account in Hotmail. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui sont vraiment simples à faire. Et c'est dans la vie de tous les jours aussi. L'autre exemple que j'aime bien citer, c'est Tim Ferriss. Tim Ferriss, l'auteur de La Semaine de 4 heures, donc un auteur qui est vraiment super méga connu. Et pour moi, c'est un petit peu l'ancêtre du gros hacking en philosophie, puisqu'il a sorti son bouquin, je crois, en 2008 ou 2009. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, il voulait devenir champion d'arts martiaux chinois. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est inscrit à un concours d'arts martiaux chinois. Et comme les règles disaient que, bon, voilà, on fait la pesée de la personne le jour avant, il a fait un gros travail de déshydratation pour tout simplement se perdre du poids et puis après réhydratation le jour même. Et en plus, en même temps, il a utilisé une faille du système qui dit, ben voilà, si tu arrives à pousser la personne en dehors du ring, en fait, tu gagnes. Et donc, beaucoup de gens, en fait, attribuent le gros hacking à ça. C'est-à-dire que tu prends des règles qui sont établies, tu les casses et tu les détournes. Alors, il y a eu des gros succès, je les ai donnés là. Puis après, tu as des gros échecs. Par exemple, Napster. Tous ces gens-là qui ont essayé de détourner la musique gratuite, à un moment donné, en fait, il faut faire gaffe parce que tu peux te faire avoir. Si tu as, entre guillemets, un gros leader qui est très très fort et qui vient sur le système, bah, tu peux te faire avoir. Voilà. Donc ça, c'était le premier aspect qu'on voit le plus, c'est le hacking de growth hacking. Mais dans growth hacking, comme je disais, il y a growth. Et dans growth, en fait, c'est la croissance durable. Et ça, en fait, c'est l'autre partie du growth hacking que trop peu de gens voient. En fait, beaucoup de gens se disent ouais mais le gros hacking c'est juste des techniques pour aller récupérer des mails et d'aller pirater des bases de données et des choses comme ça. Je dis non, ça c'est la partie immergée de l'iceberg. La partie immergée, celle qui est en dessous et qu'on voit pas, c'est ce qu'on appelle le tunnel AR. En fait c'est un framework, hein, c'est-à-dire que c'est un modèle de réflexion où on va pouvoir baser sa croissance de son entreprise. C'est-à-dire que ce sont les startups américaines qui ont entre guillemets appliqué tout ce qui est développement agile et structuration des process au marketing et à la croissance. Parce qu'en fait, il y a encore quelques années, moi, tu m'aurais dit en 2000, en 2005, jusqu'en 2010, tu m'aurais dit le marketing, qu'est-ce que c'est? J'ai le marketing, c'est 80% de bon sens et puis tu as 20% de technique. Or, c'est faux maintenant. Le marketing devient de plus en plus technique. Il y a des gens qui sont spécialisés dans Facebook Ads, dans Google Analytics, etc., etc. C'est de plus en plus cartésien et héroïste, c'est-à-dire qu'on doit mesurer des taux de conversion, on doit vraiment faire des choses non pas au hasard parce que il y a plus de concurrence, il y a moins de budget, il y a vraiment une nécessité d'aller à l'optimum. Et donc en fait, ce framework AR, c'est tout simplement pouvoir optimiser son tunnel de vente. Alors le framework c'est acquisition, activer, enfin plutôt acquérir, ensuite c'est activer, ensuite c'est retenir, ensuite c'est avoir de la recommandation et ensuite c'est générer plus de revenus. Donc en fait c'est un tunnel qui est comme ça. Sachant que la partie recommandation, elle est dans le tunnel, mais c'est parce que c'est qu'un client qui est content, il va recommander à d'autres. Ça c'est le tunnel de base. Moi je l'aime bien parce qu'il structure la réflexion et il permet de savoir en fait à quel endroit dans le tunnel en fait on peut le voir comme un entonnoir qui a des trous. Dans quel moment de l'entonnoir il y a le plus de trous et où il faut aller boucher le trou en priorité pour améliorer sa conversion. Parce que tant qu'on n'a pas bien amélioré sa conversion, on va pas y arriver. Et donc ça vient en fait beaucoup des startups américaines qui ont développé ce concept-là. C'est le concept du développement agile, c'est-à-dire test and learn, aller très très vite avec des petites phases d'itération où on teste des choses, on voit le résultat, ça marche pas, on revient en arrière. Donc c'est le système de développement agile, c'est la méthode Scrum, hein, pour ceux qui connaissent le développement agile, qui a été appliquée au marketing. Donc en fait, après comment ça marche? Comment ça marche dans la vraie vie? En fait c'est super simple. Imaginons que toi tu es un blog.
Alors tu as peut-être, je sais pas, allez, 2000 visiteurs enfin, tiens, on va faire plus simple, 1000 visiteurs qui viennent tous les jours sur ton site internet. Sur ton site internet, tu sais que tu vas récupérer tous les jours, on va dire, 100 inscrits. Donc tu as un taux de conversion, on va dire, de 10%. Ok. Ensuite, les gens qui valident leur email avec l'opt-in, tu en as peut-être 80%. Enfin 80 80 sur les 100. Ensuite, sur les 80, tu as peut-être 20% des gens qui vont lire régulièrement tes messages et tu en as peut-être 5 à 10% qui vont acheter et il y en a peut-être 1% qui vont recommander et il y en a peut-être 1 sur 10 000 qui va en fait prendre tes services premium, tes services de coaching. Donc là, tu vas prendre ton fichier Excel, c'est ce que je fais moi, je prends un fichier Excel et on se dit voilà, bon, bah, tu as tes 10 000, t'as tes 2000, enfin 1000 visiteurs là, ensuite tu n'en as plus que 100 là, ensuite tu n'en as plus que 80 et on se dit où est-ce qu'on peut avoir l'effet maximum pour améliorer la conversion. Est-ce que c'est en se disant tiens, c'est la conversion du site internet, finalement je ne devrais pas en avoir 100 abonnés, mais je pourrais en avoir 150, 200. Et là, je dis, bah tiens, ok, c'est cette hypothèse-là qui est la meilleure. Ou alors, mon hypothèse, c'est me dire, bah, finalement, je fais, par exemple, je fais sur mes 1000, je fais 5 ventes et je vends un en premium. Et je me dis, bien, peut-être, c'est au niveau de la vente de produits premium, je commence peut-être par un e-book à 7 euros ou un e-book à 1 euro. Peut-être que c'est là que je dois agir. Ou les gens n'achètent pas du tout le produit payant. Et par exemple, je dis, tiens, je vais peut-être tenter une offre à 1 euro. Ça, c'est un truc qui marche hyper bien actuellement. Donc en fait, tu dis ça. Ensuite, quand tu as fait ça, et que tu t'es dit, ok, c'est tel endroit du funnel que je dois optimiser en priorité parce que c'est là que j'ai le plus de déperdition et c'est là où je sens que je peux gagner le plus, je liste en fait les actions que je peux mettre en place. Et là, en fait, je fais un petit brainstorm tout seul ou alors à plusieurs. On se dit, bah alors, qu'est-ce qu'on peut faire si je veux, par exemple, améliorer la conversion sur le site internet et je me dis que des 1000 visiteurs à 100, bah, finalement, je pourrais peut-être en faire un peu plus. Donc, je dis, bah, peut-être que je dois mettre une pop-up. Peut-être que je vais ajouter dans les articles qui ont le plus de trafic un petit formulaire qui soit contextuel. Peut-être que je dois créer des nouveaux bonus. Peut-être que je dois faire un split test du bonus du texte en lui-même. Peut-être que finalement je vais utiliser une notification via le navigateur pour aller récupérer les gens qui sont pas là. Peut-être que je dois mettre un chat sur le site, un chat proactif qui va se mettre sur certaines pages. Donc je liste comme ça toutes les hypothèses. Et grâce à ces hypothèses-là, après, je vais me dire, ok, cette hypothèse-là, sur une note de 1 à 10, est-ce qu'elle aura un gros impact sur les ventes? Est-ce que c'est un gros impact sur la vente, la conversion, là, en tout cas, en l'occurrence? Alors, je mets par exemple le chat, bah oui, ça me donnait par exemple 8. La pop-up, ça va me donner 9. Le notification via le navigateur, c'est 7. Le bonus changer de titre, ça va me donner 2 en impact. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait cette liste-là, tac, j'ai mes impacts. Ensuite, j'ai la difficulté voilà, à faire ça. Parce que malheureusement, tout n'est pas facile à faire. Le chat, malheureusement, je ne peux pas être tout le temps disponible, etc. Par contre, la pop-up, ça peut être pas mal, mais ça peut nuire un peu à mon image. Donc peut-être que je vais mettre 6 pour la pop-up, je vais mettre 7 pour le chat, je vais mettre 3 pour la pub, etc., etc. Donc en fait, je vais voir ces éléments-là. Puis après, j'ai encore une autre colonne en fait qui consiste à dire ok, maintenant ici j'ai le coût, combien ça va me coûter, parce qu'avant on a vu l'effet, on a vu la difficulté et on a vu après le coût. Et le coût encore, un chat ça coûte pas très cher, par contre une pop-up ça coûtait un peu cher, blablabla. Et donc avec ça en fait tu arrives à pondérer et tu vois en fait un score, et tu vois ton score en fait de ce qui va avoir le plus d'impact. Et dans ces deux-là, après tu en prends à peu près entre 1 et 2, voire 3 si tu as vraiment beaucoup de temps, et tu vas améliorer, enfin tu vas mettre en place ces outils de manière rapide et tu vas voir le résultat. Et là, en fait, tu dis, la pop-up, je l'ai mis en place pendant une semaine. Finalement, je fais 150 abonnés. Le chat, je l'ai mis aussi en place. Ça peut être en même temps ou après. Finalement, j'ai réussi à avoir plus d'abonnés. Le bonus contextuel, ça m'a donné ceci, cela. Donc, en fait, grâce à ça, on a vraiment une méthodologie qui va te permettre de savoir où travailler en priorité, structurer tes choix et après mesurer la rentabilité. Voilà. Tu viens de nous donner un portrait précis de comment tu utilises le growth hacking à l'intérieur même de ton site Internet. Ce que je me rends compte, c'est que je suis un growth hacker.
Tout le monde est un growth hacker. Ben, c'est ça, exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, probablement, ont, en tout cas, à tout le moins, ici au Québec, c'est une expression qui n'est pas nécessairement très répandue au moment où on se parle. Et probablement que les gens ne réalisent pas à un moment ou un autre, ou dans un secteur ou un autre de leur activité présentement, ils sont des growth hackers et ils pourraient tout simplement peut-être mieux documenter les choses ou mieux compartimenter les choses comme tu viens de le faire. Mais il reste qu'à la base, il y a plein d'activités qui font qui fait en sorte qu'ils sont déjà des growth hackers. Donc ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose qui était déjà existant avant qu'on trouve ce fameux terme-là pour le définir. Ouais. Et c'est quelque chose qui est appelé à rester dans le futur aussi. Alors oui, alors sachant quand même que le terme growth hacker a comme une connotation aussi un peu différente. C'est-à-dire que souvent en fait, les Américains, quand ils ont sorti le terme growth hacker, c'était un mec en fait qui était à la limite du légal. En fait, pour moi, il y a trois types de growth hacker. Il y a le white growth hacker, il y a le grey growth hacker et il y a le black growth hacker. C'est un peu comme en référencement naturel. Tu as les mecs qui font des choses légaux, il y a les gens qui font des choses à la limite, moi je me mets dans le gris, et il y a les gens qui se mettent dans la zone noire et qui font des choses interdites. Enfin, par la loi ou qui sont moralement pas terribles. Par exemple, Xavier Niel, je te l'ai donné l'exemple, c'est du gris pour moi, c'est gris limite noir. Il a eu un procès avec Gris foncé. Ouais, gris foncé. Il a eu un procès avec le fondateur de 3615 ULA, mais c'était trop tard. Sa boîte comment dire, à moitié fait faillite et il s'était foutu. Quel job? Ils se sont mis comme ça dans ce truc-là et sont devenus le numéro 1 des sites d'emploi en France. Donc en fait, il y a cet aspect sulfureux du gros hacker où à chaque fois on parle en fait des gens qui font des choses entre guillemets illégales. Et ça, c'est comme dans le SEO, dans le référencement naturel. Mais le deuxième chose, c'est qu'aussi, en termes de gros hacker, souvent le gros hacker, les gens parlent un mec qui sait coder. C'est-à-dire un mec qui code lui-même. C'est-à-dire que c'est un techos parce qu'en fait, aux États-Unis, le terme hacker, c'est un mec qui hack les sites et qui sait développer. Après, c'est vrai que c'est vraiment plutôt recommandé en fait de faire du hack et de savoir développer un petit peu, sachant que moi, ma philosophie c'est pas ça, parce qu'en fait, souvent on te dira le gros hacker qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit savoir coder, il doit savoir écrire, il doit savoir communiquer, il doit savoir en fait calculer, il doit savoir avoir de l'empathie avec ses clients. Bref, c'est le mouton à 5 pattes et c'est très très compliqué en fait à trouver. C'est pour ça que moi je recommande plutôt de sous-traiter et d'utiliser des outils. C'est-à-dire que moi je n'ai jamais vu autant d'outils marketing à la disposition des gens depuis moins de 5 ans que 20 ans auparavant. Il y a tellement d'outils qui permettent d'automatiser les choses. Par exemple, moi je suis en train de tester Octoparse, qui est un petit système qui permet en fait de faire des automatisations. Parce que tout le monde dit ouais comment dire, pour faire du gros hacking, il faut que tu utilises un outil comme ça, comme Octoparse, comme un Portillo, des choses comme ça, qui permettent en fait d'aller faire des choses en automatique. Et moi je dis mais non, mais pourquoi passer du temps à coder et faire un truc tout naze alors que tu as des choses qui savent le faire. Par exemple, moi j'utilise beaucoup Crowdfire, qui est un petit outil que tout le monde connaît et qui permet d'ajouter automatiquement des gens de manière automatique. Tu as également des outils comme Rankybird, qui est un outil français qui permet aussi d'ajouter des choses sur Twitter, de tweeter automatiquement à des gens qui ont dit un certain nombre de messages, d'envoyer un message automatique de bienvenue. Donc ça, c'est des choses très simples. Pareil aussi, les gens te diront beaucoup, un gros hacker, c'est un mec qui va coder et qui va faire un peu de la magie. Pourtant, tu as des choses très simples. Par exemple, tu as des petits scripts que tu colles dans ton navigateur qui te permettent en fait d'ajouter automatiquement des personnes à ta page fan ou de les inviter à un événement. C'est des choses qui sont très simples à faire. Il faut se méfier aussi parce qu'après, il y a des outils qui sont un petit peu, qui sont limites, que moi j'utilise, que moi je considère comme gris, mais qui peuvent être problématiques si on les utilise mal. Un exemple. Tu as un outil qui s'appelle Mass Planner qui permet en fait de publier automatiquement des messages dans plein de groupes Facebook. Le problème c'est que si tu fais ça, en fait tu vas te retrouver blacklisté et ton compte va être shooté par Facebook parce que Facebook sont assez stricts là-dessus. A contrario, tu as des outils sur LinkedIn qui sont super pointus et super intéressants comme par exemple Hunter.io ou Datanana ou AnyLeads
qui sont des petits outils qui permettent de détecter les adresses email des gens. Je te donne un exemple d'un outil que moi d'un programme que j'ai fait très simplement. C'était un programme pour aller recruter des gens dans le domaine du CRM. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? On avait un objectif d'aller recruter des gens qui étaient dans le domaine des assurances, qui étaient directeurs commerciaux, directeurs généraux, directeurs de la relation client, directeurs marketing, pour leur vendre en fait un CRM entre guillemets spécialisé dans les assurances. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un mini livre blanc sur les défis des assureurs dans la relation client en 2020. Donc c'était une compile d'articles qu'on avait déjà fait, qu'on a un petit peu mixé et on a fait une petite intro, une petite conclusion. Voilà, on avait le contenu, on avait l'appât. Ensuite, ben voilà, avec un outil comme LinkedIn Sales Navigator, tu peux repérer tous les gens, ou même tout simplement, tu as un moteur de recherche. Tu peux même utiliser d'ailleurs un moteur de recherche classique comme Google, hein, et tu peux en fait aller rechercher automatiquement toutes les personnes qui sont directeurs marketing et qui travaillent dans les assurances avec tel mot-clé. Et donc, hop, on les a ajoutés tous à la suite. Tu as même un outil qui s'appelle LinkedExpert. Alors attends, je vais te retrouver le nom exactement. Je suis en train de le tester actuellement. C'est Linked comme un lien, Helper. Et qui permet en fait d'aller ajouter automatiquement les personnes selon un critère de recherche, par exemple tous les directeurs commerciaux dans les assurances qui sont tes contacts de deuxième niveau. Et ça te permet aussi d'envoyer un petit message de bienvenue en disant bonjour Marc, bonjour Monique, bonjour Rachel, etc., etc. Donc en fait ça c'est des techniques qui sont pas pour moi, c'est juste remplacer de l'humain en faisant de l'automatisation. Donc là, tac, tu utilises un LinkedIn Expert, tu utilises un Hunter.io qui va te permettre de détecter les adresses email des gens. Et comme ça, en fait, tu peux récupérer leur adresse email, soit en fait, tu as deux possibilités. Soit tu fais de manière 100% légale, c'est-à-dire que tu attends que les gens aient accepté ta demande ou que ça soit en cours et tu leur envoies un email. Bonjour, nous sommes en contact sur LinkedIn. Soit en fait, tu l'as fait un peu à la bourrin et là, tu es dans le mode illégal en France. C'est ça le gris foncé noir. C'est-à-dire que tu peux aller récupérer les adresses email professionnelles des gens et leur envoyer après un message. Tu peux même faire d'autres choses. Tu peux utiliser des outils comme rien que Google. Tu as une simple requête à taper dans Google où tu dis recherche dans le site LinkedIn tous les gens qui ont telle profession avec une adresse Gmail. Et comme en fait pour l'instant ce n'est pas protégé par LinkedIn, ça veut dire que tu peux lancer cette requête et avoir les adresses Gmail de tous les gens qui sont sur LinkedIn avec une telle profession. Alors ça, tout le monde n'est pas sur Gmail, mais ça fait quand même une belle dose de gens. Pour moi, c'est du black hat growth hacking parce qu'en fait, en France, c'est interdit d'aller récupérer des adresses email professionnelles de personnes. Ce sont les faits de la CNIL. Alors tu me diras, mais pourquoi en fait c'est autorisé et pourquoi en fait les gens continuent à le faire? Tout simplement parce que la CNIL en France, qui est la Comité Informatique et Liberté, n'a pas la puissance en fait juridique pour pouvoir condamner les gens. Donc en fait les gens se disent, de toute façon il y a un anti-spam qui va travailler. Mais il y a plein de gens qui le font de manière super intelligente. Là, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, c'était un exemple de gros hacking Black Hat, mais super bien réussi, qui donne envie de faire la même chose. C'est un gars en fait qui va lancer une application mobile sur le parking dans les villes, parce que dans les grandes villes, forcément, tu as un peu de mal à trouver des places de parking, surtout moi, j'habite dans la région parisienne, donc c'est très compliqué. Donc tout d'un coup, dans ma boîte perso, c'était dans les spams d'ailleurs, je pense pas que c'était dans la boîte normale. Tout d'un coup, je reçois un message d'un mec qui s'appelle, je sais plus, Marc, je sais plus quoi, enfin bref. Et il me dit, voilà, on est voisins, et je pense que comme moi, on a vous avez des problèmes pour vous garer. Moi, en fait, je suis en train de faire une étude là-dessus pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour améliorer la situation. Est-ce que tu peux prendre 5 minutes pour remplir ce formulaire? Ça nous aiderait peut-être à résoudre ces problèmes de parking. Ah, je me dis, tiens, c'est marrant comment le mec a eu mon adresse email. Mais c'est contextualisé avec mon prénom, Frédéric, machin. Et voilà, j'ai creusé un peu le truc. Et j'ai contacté le gars. Je lui ai dit, mais attends, c'est qui ce gars-là? Et j'ai regardé sur Google. Et ce gars-là, il habite pas à Paris, hein, enfin, moi j'habite à Colombes, qui est juste à côté. Mais il habite au fin fond de la France, à des kilomètres de là. Et en fait, il a récupéré comme ça plein d'adresses email de particuliers qui est interdit, et il a envoyé une enquête comme ça sur le développement de son application, en disant à la fin, bien sûr, si vous êtes intéressé, laissez mon email et je vous recontacterai. Donc ça, c'est des choses qui sont
entre guillemets Internet, mais quelque part, c'est aussi le mythe du gros hacking. Parce qu'une startup, en fait, elle a rien à perdre. C'est ça, en fait, aussi Ah, c'est pourquoi ça. les gens se disent on peut tout faire. Moi, dans mon cas, comme je te disais tout à l'heure, où on récupérait tous les contacts qui sont dans les assurances, qu'on leur envoyait un email derrière. Donc pour le livre blanc, on leur disait tiens, je vous offre ce livre blanc, et ensuite je vous invite à un web séminaire. Et ensuite, grâce à ça, on a fait, c'était vraiment ultra ciblé, hein. On avait, je crois, 500 cibles, on a eu 200 emails, on a eu 50 participants au websem, et on a fait 3 devis derrière, et on a dû faire 2-3 ventes dessus, enfin, un peu plus que 3 devis derrière. Donc en fait, c'est une petite opération qui nous a pas pris beaucoup de temps et qui nous a généré comme ça 3-4 ventes sur des logiciels qui valaient assez cher, donc c'était assez rentable. Mais pour vendre cette opération-là, c'était pas simple parce qu'en fait les mecs ils disaient mais attends on va spammer peut-être des futurs clients, on veut pas se griller avec eux, est-ce que c'est pas un peu trop agressif? Toi les grandes entreprises se posent beaucoup de problèmes philosophiques tandis qu'une start-up qui n'a rien à perdre et qui se dit de toute façon si on fait pas de business et si on réussit pas à gagner d'argent on est mort dans 2 mois. Voilà. Donc c'est Exact. ça aussi le mythe du gros hacker. Et voilà, le mythe du gros hacker, moi ce que je dis toujours, c'est le mouton à 5 pattes, hein. C'est on demande le mec qui sait coder, qui sait tout faire. C'est comme si tu disais à quelqu'un, si tu veux te lancer dans la musique, bah tu sais, il faut que tu saches jouer de la guitare, il faut que tu saches chanter, il faut que tu fasses lire de la musique, des partitions. C'est bien aussi que tu fasses de la basse pour la rythmique, mais le mec qui sait tout jouer, non, il faut savoir déléguer un peu. C'est pareil pour le gros hacking. Souvent les gens te disent, bah tu utilises des logiciels, tu codes. Or, en fait, tu peux aussi le faire de manière automatique, enfin de manière automatique, de manière manuelle en offshore. Moi, j'utilise beaucoup un site qui s'appelle Fiverr, qui a un équivalent français qui s'appelle 5 euros, et qui permet en fait de récupérer des prestataires, et qui permet de faire des choses assez sympas en low cost. Un exemple là, mais vraiment que j'ai fait là il y a 2 jours. J'ai en fait, bah, c'est pour une boîte aussi un éditeur de logiciels bah, qui voulait vulgariser en fait un nouveau produit qui est un peu compliqué à vendre de manière habituelle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un outil comme GoAnimate. On a fait un joli petit dessin animé qui a testé ça sympa, mais en fait la voix c'était la mienne, c'était pas très beau. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé Fiverr pour avoir en fait un mec en offshore et pour 20 euros, non, excuse-moi, 30 euros. Il m'a fait les 2 minutes de voix off et c'était super sympa. D'ailleurs, c'était un Canadien. Ah. Euh, Quand je reçois des invités, Frédéric, sur l'accélérateur, je leur demande toujours un truc pour accélérer le sujet dont on parle durant l'épisode. Euh, On a parlé de plein de façons de faire là, pour les gens qui voudraient le mettre en place eux-mêmes. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens, des trucs pour accélérer un petit peu leur façon de faire au niveau du growth hacking, mais pour s'adjoindre des gens, pour aller chercher un petit peu des gens là, pour les aider? Parce que tu disais tantôt qu'on pouvait, que c'était même encouragé de sous-traiter certaines parties quand on peut pas être expert dans tout. Là. Donc, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour accélérer un petit peu cette partie-là de leur tâche? Alors moi, je te dirais, c'est une chose dont j'ai pris conscience il y a à peu près 4-5 ans. C'était le fait en fait que je dois en fait me concentrer sur la valeur ajoutée. Par exemple, là, tu vois notre interview qu'on est en train de faire ensemble, bah, je vais la donner à un prestat en offshore qui va en fait faire une transcription en texte. Pourquoi? Parce que à un moment donné, moi, je faisais mes propres transcriptions de texte en fait d'interview. Parfois, quand ça durait une demi-heure, je faisais une petite synthèse. Je m'étais obligé de me repasser une demi-heure, voire 1 heure de vidéo. Et donc maintenant, moi, je préfère passer ça à un gars. Je lui file en fait quelques dizaines d'euros et il me fait un texte nickel. Et après, moi, je n'ai plus qu'à l'améliorer. Si tu regardes maintenant mes articles de blog, c'est vraiment ça. J'essaye d'optimiser un maximum mon temps et mon argent. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je ne dois pas perdre de temps. Même si au début, je me dis, tiens, ça me coûte un peu d'argent, mais non, c'est beaucoup plus intéressant. C'est aller à l'efficacité maximale. C'est pour moi le concept growth hacking. Je te donne un exemple. Pendant très longtemps, en fait, j'étais un blogueur classique, c'est-à-dire que bah voilà, je voulais écrire sur un sujet, ben, j'étais sur mon téléphone quand j'avais un peu de temps libre, j'écrivais en fait les grandes lignes, puis après j'étais chez moi, puis je tapotais sur mon clavier. Je tape assez vite, donc voilà, ça va à peu près. Mais maintenant, j'ai trouvé un autre système, c'est-à-dire que pendant un temps libre entre, par exemple, chez moi et le train, entre une visite client, etc., je prends mon téléphone portable, je dicte mon truc. Et là, en fait, tout simplement, je parle à mon téléphone. Et en fait, j'ai une trame
que j'ai mises sur mon téléphone avec Evernote. Et en fait, comme ça, je parle, et après, j'envoie ce podcast-là, en fait, hein, à un transcripteur qui m'envoie le texte. Et grâce à cette trame-là, après, je retravaille le texte pour faire un truc qui est vachement sympa, qui est beaucoup plus travaillé, parce que parfois, quand tu parles au téléphone, tu dis, ah ouais, tiens, j'aurais pu dire ça, j'ai pas pensé à ça. Quand tu le retravailles, tu as un truc nickel. Donc ça, en fait, ça permet d'aller plus vite pour transcrire du texte, mais également, ce concept d'efficacité maximum, je le transpose avec ce contenu. C'est-à-dire que ce texte pour lequel j'ai parlé, qui est parfois dans la rue, qui est parfois dans un endroit où c'est audible, bah, je le réutilise. C'est-à-dire que si tu regardes ma chaîne YouTube, si tu regardes mon podcast sur iTunes, allez, on va dire une fois sur deux, une fois sur trois, c'est ce fameux podcast qui me sert exclusivement à ça, à envoyer à un gars pour en faire du texte. Tu vois, je dois avoir à peu près 700-750 podcasts sur iTunes. Sur ces 750 podcasts, je m'en suis rendu compte au bout du 600e ou quelque chose comme ça, que finalement, il y avait des gens qui écoutaient. Pour moi, c'était juste pour mon gars qui était offshore, parce que fallait que je lui mette à disposition les fichiers, puis je voulais pas les mettre sur un Google Drive, c'était un peu emmerdant. Donc je les mettais sur un outil qui s'appelle Audio Boom, qui est un équivalent de SoundCloud. Et donc en fait, je me suis rendu compte que c'était le jour où j'ai reçu en fait une alerte du site qui m'a dit vous avez 1000 vues enfin 1000 écoutes pour votre podcast sur le référencement. J'ai dit merde, 1000 vues pour ce truc-là, c'est plus qu'une vidéo classique sur ma chaîne YouTube. Et je me dis waouh. Et bien finalement il y a quelque chose. Et c'est là que je me suis dit tiens, bah, je vais peut-être travailler là-dessus. Et mes podcasts maintenant sont un peu plus travaillés. Il y a un peu moins de trucs à l'arrache où tu entends le son de la voiture, où tu entends moi qui dis bonjour à mon voisin. Parce que il y avait des gens qui me disaient ça, ouais j'aime bien ton podcast parce que c'est du live. Et puis des fois on rigole parce on t'entend dire bonjour à ton voisin ou ouvrir la porte ou faire le digicode et tout ça. Donc voilà, à la base pour moi c'était vraiment un outil uniquement de ça. Donc voilà, c'est se dire où je peux avoir l'efficacité maximale. Ensuite, c'est automatiser tout ce qui vous prend du temps. Ça, c'est vraiment important. Si vous passez une heure à faire un boulot tout le temps, il faut vraiment se dire, ok, bah, comment je peux faire pour automatiser et le faire mieux, le sous-traiter ou des choses comme ça. Là, encore une fois, si vous n'avez pas lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est quelque chose qui est assez instructif et c'est un bouquin qui je trouve, qui aide beaucoup les entrepreneurs et qui aide beaucoup en fait les blogueurs et les web marketeurs, parce qu'en fait c'est quelque chose que moi pendant longtemps j'ai pas réussi à faire, parce qu'en fait tu vois pendant très très longtemps je me dispersais beaucoup. Tu vois, j'avais une petite dizaine de sites. J'avais un site sur l'efficacité personnelle, j'avais un site sur le coaching, j'avais un site sur la drague, j'avais un site sur le marketing, j'avais un site d'emploi, j'avais vraiment trop de sites, et à chaque fois en fait je me disais ah tiens j'ai un nouveau projet, je vais monter ce truc là, et en fait je me dispersais, et en fait ta capacité à faire bien les choses est réduite, et je voyais mon trafic de mon blog principal conseiller marketing qui baissait alors que c'était celui qui m'a apporté le plus d'argent, et je me dispersais sur des sites sur l'efficacité personnelle où j'allais pas vendre grand chose. Donc à un moment donné moi je dis stop, je me suis recentré sur le cœur de métier, et je me dis maintenant à chaque fois que je dois accepter un nouveau projet, j'en laisse tomber un. Et ça m'oblige en fait à avoir vraiment du choix. Toi, il y a pas mal de gens qui me disent tiens, est-ce que tu pourrais me faire ci, est-ce que tu pourrais me faire ça, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, j'aimerais bien qu'on fasse ceci, mais je dis mais non, moi actuellement j'ai pas le temps de faire ça. Si tu veux, on peut faire un truc simple, mais j'aurais pas le temps de faire plus. Voilà. Parfait. Ça c'est l'efficacité. Tout à fait. En terminant, est-ce qu'il y a des ressources ou des inspirations que tu voudrais partager aux auditeurs pour qu'ils puissent être capables d'aller jeter un œil puis peut-être aller pousser un peu plus loin le sujet sur le growth hacking? Alors, pour le growth hacking, sincèrement, pour moi, la meilleure ressource, enfin, on va dire qu'il y a deux ressources. Le plus intéressant, c'est le groupe LinkedIn Growth Hacking France. En fait, c'est un groupe qui est super actif et que moi je suis tout le temps, parce que tu as plein de gens qui sont attaqués et qui proposent des outils à la dernière, vraiment à la dernière mode, et tu poses une question, tu as vraiment des retours rapides. C'est vraiment sympa, les gens partagent, c'est vraiment bien. Alors, il faut juste faire attention, il y a plein de choses qui sont illégales dedans. C'est-à-dire, je te donne un exemple, en France, tu as le service qui s'appelle les pages jaunes.
Yellow Pages. En fait, il y a des outils qui permettent d'aller scraper les emails, c'est-à-dire que tu peux aller récupérer tous les emails des gens qui sont sur les pages jaunes et ensuite leur envoyer un email. Sauf que dans les conditions générales d'utilisation de pages jaunes, c'est interdit totalement. Alors donc il y a des outils. Tu peux le faire avec des outils de script, hein, ou tu peux le faire avec des outils qui sont clés en main. Dans le groupe Growth Hacking France, ils diront ah bah ouais, mais t'emmerdes pas, tu fais un script, tu fais ci, tu passes par un proxy, tu vas le faire. Ou tu trouves quelqu'un qui te le fait. Souvent aussi, ça aussi c'est une chose, hein, il ne faut pas vouloir faire tout soi-même. Par exemple, tu dis tiens, oh, j'aimerais bien quand même pouvoir récupérer justement ces personnes sur page jaune et ils disent faut utiliser iMacro, faut utiliser Autoparse. Tu vas y passer 3 soirées, tu vas te prendre la tête et le truc il va pas marcher. Parfois il vaut mieux se dire je vais prendre un freelance sur upwork.com, sur inance.com, sur Fiverr et leur dire bah tiens, fais-moi cette macro là qui va me permettre de faire ça. C'est tout ce que je te demande. Tu vas payer 50 $ et tu vas être tranquille. Donc parfois il vaut mieux sous-traiter que vouloir faire soi-même. Donc voilà, Growth Hacking France, cette communauté sur Facebook est vraiment bien. Et après, tu as growthhacking.fr, alors je l'ai dessus, hein. Growthhacking.fr, c'est un site qui est vraiment sympa. Qui est animé, voilà, c'est growthhacking.fr. C'est une communauté où tu as pas mal aussi, c'est un espèce de forum en fait, c'est même un forum qui est vraiment intéressant et les gens posent aussi beaucoup de questions. Mais là encore, c'est l'aspect en fait no limit, hein, du growth hacking qui est présent là-bas. C'est des gens qui bidouillent, c'est des gens qui font des trucs pas forcément légaux, donc il faut faire attention et ils se concentrent surtout sur le hacking de growth hacking. Par contre, c'est des gens qui sont D'accord. vraiment très intéressants et de toute façon, quelque part quand tu es une startup, tu dois aussi prendre des risques parce qu'on sait très bien que gros risque est égal à grosse récompense. Je te donnerai l'exemple d'un de mes amis, hein, Ludovic Barthélémy, qui est aussi un spécialiste du growth hacking depuis déjà plusieurs années avec Marketing Hack, qui est son site internet. Bah en fait, comme il disait, pendant très très longtemps, il faisait la technique classique qu'on fait habituellement. C'est-à-dire qu'il avait sorti un site internet, il avait eu du guest posting, il avait fait des livres blancs, il avait amélioré la conversion et tout ça. Et puis donc, il allait sortir sa formation sur le référencement local. Et voilà, comme d'habitude, il se disait, bah voilà, je vais récupérer des prospects. Bah t'as 1000, 2000 prospects, voilà, très bien. Tu fais tes ventes, tu fais quelques centaines, voire quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires. Puis après, il a dit, mais attends, je vais peut-être regarder le problème d'un autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit, bah attends, je vais plutôt aller regarder tous les gens où je peux aller récupérer des annuaires de professionnels avec des contacts de professionnels et comment je vais pouvoir leur envoyer en fait un email. Et donc il est parti du truc inverse, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait comme d'habitude, il est allé scraper sur un annuaire professionnel des gens qui sont professionnels dans un secteur d'activité. Il a fait un email hyper ciblé qui s'adresse à ces gens-là pour vendre sa formation. Et là, il a fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. C'est ce qu'il raconte en fait dans la préface de mon bouquin. Et c'est ça qui est intéressant de se dire. C'est-à-dire que le growth hacking, c'est aussi se dire, ouais, attends, mais je vais peut-être remettre en cause des méthodes que je fais tout le temps. Où sont mes prospects? Comment je peux les récupérer? Comment je peux le faire de manière plus simple? Voilà. Tout à fait. Frédéric, le mot de la fin te revient. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi, rapidement? Ah bah comme je te disais, je vais sortir un bouquin qui s'appellera le Growth Hacking. Ça doubler le nombre de vos prospects en 8 semaines. C'est un petit programme en 8 semaines où on fait chaque semaine 3-4 heures de travaux à faire en fait. Donc c'est un petit bouquin qui sortira en papier que vous trouverez sur Amazon ou ailleurs et qui vous donnera en fait des ressources pour justement maîtriser ce fameux tunnel de conversion. Par contre, je suis très clair là-dessus. Dans le bouquin, ça ne sera que des techniques autorisées. Il n'y aura pas de technique black hat. Par exemple, quand moi je considère une technique grey, c'est-à-dire une technique grise, même c'est du white, hein, c'est par exemple faire du newsjacking. Le newsjacking, c'est super simple à faire, c'est-à-dire que en France, je pense comme au Canada, tu as t'as des émissions qui sont hyper suivies. Nous, c'est koh, c'est L'amour est dans le pré, c'est tous ces trucs-là. En fait, sur Twitter, il y a plein de hashtags qui sortent régulièrement sur ce truc-là. Donc en fait, moi je repère les hashtags qui sont intéressants. Par exemple, dans L'amour est dans le pré ou koh ou des choses comme ça. J'essaie de repérer des tendances qui sont importantes avec beaucoup de tweets, avec beaucoup d'activités. Vraiment qui croissent au début. Par exemple, je sais que L'amour est dans le pré, c'est tous les lundis chez nous cet été. Donc je prépare un contenu assez intéressant, assez provocateur
Parfois c'est des pubs, parfois c'est des images, ça peut être des illustrations, des choses comme ça. Et je dis bah tiens, à des gens qui ont beaucoup de retweets, c'est-à-dire que tu sélectionnes dans les mots-clés qui sont dans Twitter sur la gauche, hein, nous c'est ADP, c'est Amour est dans le pré, avec les agriculteurs là qui se. Je sais pas si ça existe au Canada, ça existe Oui, aussi? oui, ça existe, oui, ça existe. Voilà, donc, on regarde, voilà, je regarde ADP, tac, je regarde en fait les gens qui ont le plus de partage et je leur dis bah tiens regarde une pub intéressante, ça me rappelle, c'est tout à fait l'esprit de ce soir avec l'agriculteur bidule. Et si tu veux plus d'infos, regarde, t'as toute une série d'images, de machins là-dessus. Et donc après le but c'est d'aller les attirer sur ton site grâce à ce contenu en fait qui capte du trafic. Alors il faut que ça soit du contenu qui soit lié à cette tendance-là. Faut derrière après que sur ta page de destination tu aies les outils pour convertir. Et après derrière, faut bien sûr vérifier que tu vends des choses parce que c'est pas tout d'attirer du trafic. Il faut vendre aussi derrière. Voilà. Super, Frédéric. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié. On a du contenu incroyable pour nos auditeurs et je vais laisser dans les notes de l'épisode les différentes références et les différents liens que tu nous as laissés tout au long de l'épisode. Donc, je vais laisser ça dans les notes. Super. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao.